Dans une vidéo de révélation de mon visage, j'ai vu un commentaire drôle disant qu'ils sont surpris que je ne sois pas vraiment Napoléon. Si j'atteins 1 million d'abonnés, je ferai une vidéo entière déguisée en Napoléon. Pour regarder, vous devez vous abonner. Ceci est une feuille de papier A4 et c'est la taille standard de papier partout dans le monde. Mais ceci est une feuille de papier format lettre US, qui est la même chose, mais aux États-Unis. Peu de pays suivent cette norme américaine. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, la Colombie, le Venezuela, l'Amérique centrale et les Philippines servent de modèle. Et en plus de leurs différences de taille de papier, ils sont également différents de tant d'autres façons dont ils mesurent les choses par rapport à d'autres pays à travers le monde. Ils utilisent des gallons au lieu de litres, des miles au lieu de kilomètres, des pouces au lieu de centimètres, et Fahrenheit au lieu de Celsius, sans parler du cycle de 12 heures, avec le système AMPM, au lieu d'un cycle de 24 heures. Alors pourquoi les États-Unis sont-ils si différents dans leur façon de mesurer les choses par rapport au reste du monde? Les raisons sont interconnectées et intéressantes, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Débutons par le papier, en comprenant d'abord les vraies raisons pour lesquelles les États-Unis ont commencé à l'utiliser. La lettre US est la taille standard de document aux États-Unis, qui mesure 215,9 mm de large et 279,4 mm de haut, soit 8,5 par 11 pouces, plus loin dans la vidéo. Je vais aussi expliquer pourquoi ils utilisent des pouces au lieu de centimètres, alors que le reste du monde utilise le A4 qui mesure 210 mm par 297 mm, 8,27 pouces par 11,69. Et je pense que ces comparaisons de taille nous donnent instantanément un indice sur la façon dont cela pourrait être précisément lié au fait que l'un d'eux utilise des pouces. Et le reste utilise des centimètres? Peut-être que les imprimantes américaines étaient simplement construites d'une manière qui ne permettait pas vraiment au centimètre d'être l'unité de mesure. Elles n'étaient pas assez précises pour ce type de coupe. Et en fait, la raison officielle de pourquoi les États-Unis ont commencé à utiliser la taille de papier qu'ils utilisent selon l'Association américaine des forêts, et du papier va un peu de pair avec cette idée. Ils affirment que le papier était autrefois fait à la main, et les moules à partir desquels il était fabriqué mesuraient 44 par 17 pouces. Cela a été utilisé pour créer 8. Des morceaux de 8,5 pouces par 11 pouces de ce qui est devenu connu sous le nom de format lettre. En même temps, le reste du monde utilisait également ses propres formats de papier, par centaines ou milliers selon l'endroit où vous étiez dans le monde, et quel type d'imprimantes étaient disponibles et utilisées, mais à un moment donné, tout le monde a réalisé qu'il serait peut-être judicieux de convenir d'une seule mesure que nous pourrions tous utiliser. Et c'est ce qu'ils ont fait en créant ce qui est devenu connu sous le nom de norme internationale de papier ISO 26, tous ayant le même rapport d'aspect, qui est basé sur la racine carrée de 2 sur 1. Et cela permet le fait que lorsque vous pliez l'une de ces feuilles de papier en deux, ou lorsque vous la coupez en deux, les deux nouvelles moitiés conservent le même rapport d'aspect que la feuille de papier originale, passant d'un 0 à un 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et bien que cela n'ait vu le jour qu'à la fin du XXe siècle, les avantages de l'utilisation d'un rapport de racine carrée 2 pour une feuille de papier remonte à environ 1780 et c'est en cette année qu'il a été au moins mentionné dans une lettre par un scientifique allemand, qui discutait du sujet avec un collègue. Laissez-le aux Allemands pour trouver le moyen le plus efficace de plier une feuille de papier en deux, en plus de l'avantage du rapport d'aspect. Il avait également l'avantage évident de rendre la production de papier, le stockage et la reproduction de documents moins cher et plus facile partout ailleurs dans le monde, et donc d'ici l'année 1975. Presque tout le monde dans le monde l'a adopté sauf les États-Unis. Ne l'a pas fait, et la raison en est un peu incertaine. Et je pense que nous ne pouvons vraiment que spéculer à ce sujet. Je pense qu'il est juste de dire qu'ils étaient habitués à avoir les États-Unis. Aux États-Unis, les lettres étaient efficaces pour eux, sont si grands qu'ils existent en quelque sorte dans leur propre petit microcosme. Et donc, peut-être qu'ils ne pensaient pas que cela valait la peine d'avoir leurs documents facilement reproduits ailleurs, dans le monde. Peut-être qu'ils le regrettent maintenant, puisque nous avons une économie plus mondialisée, mais je pense que la raison principale doit vraiment être le fait que leurs imprimantes étaient faites pour des pouces, et donc il aurait été coûteux de remplacer toutes. Passons maintenant à une autre différence.
la plus déconcertante de toutes selon moi. Fahrenheit contre Celsius. Les États-Unis sont quasiment les seuls au monde à utiliser le Fahrenheit. Quelques îles des Caraïbes et du Pacifique influencées par les États-Unis le font aussi, ainsi que le Liberia, ancienne colonie américaine, ce qui a un certain sens. Commençons par comprendre quelle est la différence entre les deux modèles. L'échelle Celsius ou centigrade est basée sur le fait que 0 degré Celsius est le point où l'eau gèle, et 100 degrés Celsius est le point où l'eau bout, tandis que l'échelle Fahrenheit mesure le point d'ébullition de l'eau à 212 degrés Fahrenheit, et le point de congélation à 32 degrés Fahrenheit. La température qu'elle mesure est évidemment la même, elle est juste échelonnée différemment. Et lorsque vous avez ces deux thermomètres côte à côte, vous pouvez vraiment visualiser et comprendre à quel point l'échelle Fahrenheit est plus étendue. Vous convertissez l'un dans l'autre en déduisant 32 de la température Fahrenheit et en multipliant le résultat par 5 sur 9, ce qui est une méthode super déroutante à mon avis. Les deux systèmes sont plutôt anciens. Celsius a été développé par l'astronome suédois Anders Celsius et Fahrenheit, par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit. J'ai l'impression que nous devrions revenir à nommer les inventions d'après le nom de famille des inventeurs, au lieu de devoir trouver un nom de marque cool et étrange. Je trouve ça beaucoup plus cool. Les États-Unis l'ont adopté car le Fahrenheit était très utilisé en Grande-Bretagne et dans l'Empire britannique avant leur passage au Celsius. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, ils ont importé ce système. Mais ensuite, la plupart du monde a commencé à passer à Celsius. Et la raison que beaucoup de gens soulignent, et le fait que l'échelle Celsius s'intègre bien avec le système métrique, peut être à cause de la logique de 0 à 100. En considérant cela, il est logique que les États-Unis ne l'aient pas adopté car ils n'utilisent pas le système métrique. Mais encore une fois, la Grande-Bretagne n'utilise pas vraiment non plus le système métrique, et ils sont quand même passés de Fahrenheit à Celsius. Alors, à quel point cette excuse est-elle valable ? Au début du XXe siècle, certains chercheurs aux États-Unis ont souligné le fait que Fahrenheit est une échelle plus intuitive pour les gens pour décrire la température ressentie à l'extérieur. Donc, 0 degré Fahrenheit indique une journée très froide, tandis que 100 degrés Fahrenheit signifie une journée très chaude. Mais je vis en Europe, et 0 degré, c'est le gel, 40 degrés, c'est brûlant, et les gens adaptent simplement la perception des nombres sur une échelle à la température qu'il fait. Je pense aussi que ce n'est pas une raison valable. Mais je comprends bien que l'échelle Fahrenheit est un peu plus large, donc peut-être qu'elle est plus précise pour décrire la température que vous ressentez réellement. En somme, les États-Unis ont préféré le Fahrenheit au Celsius car ils n'utilisaient pas le système métrique, jugèrent le Fahrenheit légèrement supérieur et y étaient accoutumés. Ce qui nous amène précisément à une autre différence des États-Unis, qui est sans doute derrière les deux autres que je viens de mentionner. Impérial contre métrique. Et son unicité est très similaire à celle de la température, car presque tous les pays du monde utilisent le système métrique, avec des unités telles que le mètre, le litre et le gramme, pour mesurer la distance, le poids, le volume de liquide et la masse. Les exceptions sont les États-Unis, la Birmanie, le Liberia et le Royaume-Uni, qui utilisent en quelque sorte un modèle mixte, bien que je n'ai jamais vraiment compris quelle partie de chaque système ils utilisent. Si vous savez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces pays utilisent le système impérial rival, ou du moins une version de celui-ci, qui au lieu de mètres, litres et grammes, utilise d'autres unités de mesure comme les pieds, les pouces, les gallons et les livres. Découvrons maintenant l'origine et l'évolution de chacun de ces systèmes. Le système métrique a été développé en France vers 1795. C'était l'époque de la Révolution française, et après celle-ci, le gouvernement français a demandé aux scientifiques de concevoir un système de mesure unique qui pourrait unir les différents systèmes de mesure qui existaient au niveau local et unifier en quelque sorte le pays dans la façon dont ils mesuraient les choses. Et ils l'ont fait. Le mètre a été développé en mesurant un 10 millionième du quadrant de la circonférence de la Terre allant du pôle Nord à l'équateur à travers Paris. Sa méthode d'échelonnage et de division est bien plus simple. Quand un kilomètre équivaut à 1000 mètres, et chaque mètre équivaut à 1000 mm, 100 cm ou 10 décimètres. Le même principe s'applique au kilogramme et au litre. Un kilo équivaut à 1000 grammes, et un litre équivaut à 1000 millilitres. Cela rend la mesure des choses beaucoup plus facile et surtout plus précise. Alors que le système impérial a tiré son nom de l'Empire britannique, où il a été largement utilisé à partir de 1824 jusqu'à l'année 1965. Et bien que cela soit un peu déroutant, surtout pour un étranger, comme je vais le mentionner dans un instant. Cela a un peu de sens car à l'époque, l'Empire britannique avait des provinces partout dans le monde. Chaque endroit utilise ses propres moyens de mesure. Parfois, ils employaient les mêmes termes,
Mais une livre au Royaume-Uni peut différer de celle en Afrique du Sud. Et donc ils ont créé ce système unifié pour standardiser toutes ces valeurs, ce qui justifie peut-être l'étrangeté qu'ils ont, du moins pour moi en tant qu'étranger, car il est assez déroutant d'apprendre qu'un mile équivaut à 1760 yards, un yard équivaut à 3 pieds, et un pied équivaut à 12 pouces, quand un pouce équivaut à 2,54 cm. Pour ajouter à la confusion, il existe des différences notables entre le système impérial américain et celui utilisé en Grande-Bretagne. Par exemple, en ce qui concerne les liquides, une tasse est de 240 ml aux États-Unis, mais de 250 ml au Royaume-Uni. Alors pourquoi les États-Unis ne passent-ils pas simplement au système métrique, puisque la majorité du monde l'a fait aussi? Eh bien, la raison principale semble être liée au fait que le système coutumier américain était en usage à l'époque de la révolution industrielle. Donc les industries américaines, dès leur tout premier moment, étaient basées sur ce système de mesure. À cause de cela, les entreprises ont été contre l'idée de passer au métrique, chaque fois que le gouvernement a essayé de le faire, car cela signifierait un coût économique important pour eux, avec peu ou pas de bénéfices. Cependant, malgré ce lobbying, le gouvernement américain a quand même essayé de le faire, et c'était à peu près à la même époque que les États-Unis sont passés au Celsius et à leur modèle mixte. Le monde entier s'unissait autour du système métrique, et donc les États-Unis pensaient qu'ils devraient faire de même. Cela faciliterait grandement la coopération économique et scientifique. En 1975, le Congrès a adopté la loi sur la conversion métrique pour initier le processus de métrification, en créant un conseil de mesure chargé de superviser la transition. Mais ils ont fait une erreur clé en le rendant facultatif plutôt qu'obligatoire. Les gens ne l'aimaient pas, donc ils ne l'ont pas utilisé, ce qui a mené à l'échec du processus. Une citation de l'époque raconte comment les automobilistes se sont rebellés à l'idée de panneaux de signalisation en kilomètres. Les observateurs météo ont blémi à l'idée de lire un bulletin météo en Celsius, et les consommateurs ont reculé à la perspective d'acheter de la volaille au kilogramme. Pour être honnête, je comprends. Quand j'avais environ 5 ans et que le Portugal est passé à l'euro, c'était déroutant de s'adapter à un nouveau système monétaire. Si nous devions soudainement changer la façon dont nous mesurons, pesons, et la façon dont les panneaux ressemblent, sur la route, je serais aussi contre à cause de la confusion. En 1982, le Conseil des mesures métriques a été dissous seulement 7 ans après qu'ils aient commencé à essayer de l'implémenter. Et ils ont juste un peu accepté que ce serait une chose de plus dans laquelle ils seraient différents du reste du monde. Ils ont peut-être simplement pensé qu'il était trop tard pour changer. Malgré cela, la précision et la supériorité du système métrique sont soulignées par son utilisation constante par les chercheurs et l'armée aux États-Unis. Certaines personnes soutiennent que même pour le commun des mortels, ce serait plus utile, mais les gens semblent ne pas être d'accord et je suppose qu'ils ont le droit de le faire. De plus, les États-Unis se distinguent du reste du monde par certaines autres particularités. Par exemple, leur format de date, l'écrivant en mois, jour, année, au lieu de jour, mois, année, ce qui, je suppose, est lié au fait qu'ils le lisent comme le 11 novembre de 2024 au lieu du 11e de novembre de 2024. Mais pour moi, c'est un peu déroutant que cela ne s'élève pas au fur et à mesure, vous savez, jour, mois, année, et c'est mois, jour, année. Ce serait presque aussi fou que de dire que c'est la 44e semaine de l'année 2024, jour 11 du mois de novembre. On dirait une date que Tolkien écrirait pour un événement en Terre du Milieu. Ils utilisent également un cycle de 12 heures, avec un système AM-PM, au lieu d'un cycle de 24 heures, bien que l'armée américaine utilise également le cycle de 24 heures, car il est plus précis et moins sujet à confusion. Ou des choses comme leur numérotation des étages, appelant le rez-de-chaussée le premier étage et le premier étage le deuxième, alors que pour la plupart du monde, c'est le rez-de-chaussée et le premier. Mais cela n'est pas unique aux États-Unis. Beaucoup d'autres pays le font aussi. En somme, les États-Unis se distinguent du reste du monde à plusieurs égards, notamment par leur format de papier, leur échelle de température et surtout leur système de mesure. Les raisons semblent être la mise en œuvre historique de ces modèles, puis l'opposition ultérieure des entreprises au changement, ainsi que l'opposition des gens ordinaires, parce qu'ils sont simplement habitués aux anciennes méthodes et qu'ils préfèrent, ou ne veulent tout simplement pas changer. Selon vous, faut-il garder ces vieux systèmes, ou plutôt les remplacer pour s'aligner sur le reste du monde? Dites-moi dans les commentaires d'autres particularités que vous connaissez, pas forcément des États-Unis, mais juste des façons uniques dont les pays font les choses qui les distinguent des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie ce nouveau format où mon visage est présent.
car je peux me consacrer à ces sujets de niche tout en me connectant plus directement avec vous. Rappelez-vous, si vous voulez me voir habillé comme Napoléon dans un costume de Napoléon, n'oubliez pas de vous abonner si j'atteins 1 million d'abonnés. C'est un long chemin, mais si j'y arrive, je me déguiserai avec ce costume. Merci à mes mécènes de me soutenir directement. C'est une petite communauté assez cool que nous construisons là. Et elle grandit, donc si vous voulez être le prochain à rejoindre, assurez-vous de cliquer sur le lien. Dans la description, je partage du contenu supplémentaire des coulisses, parfois l'accès anticipé aux vidéos. Et j'interagis aussi avec vous, comme cette semaine, j'ai demandé à eux de voter pour la vignette à utiliser pour cette vidéo. Donc si vous voulez rejoindre, assurez-vous de le faire. De toute façon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales. Ma petite amie collectionne les tasses Moomin. Peut-être devrais-je collectionner des connaissances générales, je ne sais pas.